Cet épisode du podcast est sponsorisé par American Canning. Je vous en reparle un petit peu plus tard. Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sirotons le houblon. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on a un peu évoqué, mais pas tout à fait, parce que vous vous souvenez peut-être de l'épisode Craft ou pas Craft. On avait essayé de définir ce que c'était que la bière craft et une brasserie craft, mais la France ne définit pas réellement ce qu'est une brasserie artisanale. Et en fait, on a juste les douanes qui, pour la définition des droits d'assises, donnent des critères pour une petite brasserie. Une petite brasserie qui est donc une brasserie indépendante produisant moins de 200 000 hectolitres. Il y a encore pas si longtemps que ça, par exemple, la brasserie du Mont Blanc était considérée comme une petite brasserie alors qu'on voit leur bière un peu partout en France, notamment dans la grande distribution. C'est un titre qu'elle a perdu depuis parce qu'elle a été rachetée par Duvel. Cela dit, elle ne faisait pas le volume encore de 200 000 hectolitres. Pour vous donner un ordre d'idée, 200 000 hectolitres par an, c'est presque 3 850 hectolitres produits, et donc brassés et conditionnés, par semaine de l'année. Ça fait presque 13 000 fûts de 30 litres par semaine, soit 770 000 pintes. Donc, à ce stade-là, on est encore considéré en France comme une petite brasserie. Chaque semaine, une petite brasserie, tout juste sous cette limite légale, produit donc plus que la grande majorité des brasseries artisanales en une semaine, ce que ces brasseries produiraient en un an. Voilà, j'ai fait une phrase qui n'est pas du tout claire. Il existe donc tout un pan du secteur brassicole qui produit des petits et même très petits volumes et dont une grande partie n'est pas forcément dans la thématique craft et ne s'adresse pas à un public geek, notamment qui ne produit pas de bière double Naipa en canette 44 ou de Wild Ale en bouteille 75. Et aujourd'hui, on va donc se demander quel est le marché de ces petites brasseries, à qui s'adressent-elles, comment vendent-elles leurs produits et est-ce qu'elles peuvent jouer sur plusieurs tableaux. Donc c'est tout le sujet du jour, et c'est un sujet qui m'est apporté par mon invité, Florian de la brasserie Osso. Salut. Salut Florian. On va débuter l'épisode par tout simplement une présentation de ta part. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, nous parler un petit peu plus de ton background, ton expérience et de la brasserie Osso Avec plaisir. Donc, je m'appelle Florian Badi, je suis le fondateur de la brasserie Osso qui est basée à Pau, dans le sud-ouest, dans le Béarn, on y tient. Donc, c'est une brasserie qu'on a démarrée en 2021. Les premiers brassages ont été faits en novembre 2021. Première bouteille sortie janvier 2022. Et qui aujourd'hui va frôler pour 2024 les 4000 hectos, donc l'équivalent d'une semaine, si j'ai bien compris, de production sur la plus grosse des plus petites brasseries craft qu'il peut y avoir en France. Si tu étais au taquet d'une petite brasserie au sens légal, tu produirais en effet ce volume-là en une semaine et pas en un an. C'est ça, exactement. Pour parler un peu plus de la brasserie, on travaille à peu près 25 recettes en permanent. Donc, gros challenge en prod pour assurer les disponibilités sur tous les produits. On va aussi bien des blondes simples, ambrées, blanches, un peu tous les styles de blanches d'ailleurs, que ce soit des American Wheat Ale, des Weizenbier, des Wheat Beer, on fait un peu tout. On a décidé de ne pas choisir et de pouvoir tout proposer. Des bières fruitées, des IPA, des styles belges, vraiment un peu tous les univers, en allant jusqu'au Barley Wine et Imperial Stout. Très bien. Le tout en format bouteille 33 et 75 centilitres, pas de canette. Alors, pas de canette. Par contre, on a une petite particularité, donc 33 centilitres, bientôt 50 centilitres sur un projet de blonde qui fera un peu écho au style allemand, la petite réponse française au style allemand, on va dire, Froschpresse. Et ensuite, un format qui fonctionne très fort chez nous, c'est le Magnum. On fait énormément de Magnum. Ok. Voilà. Format un peu cadeau. Ouais, format cadeau qui fonctionne bien. Donc forcément sur des produits un peu plus tradis, classiques, parce qu'il faut plaire à tout le monde quand on ouvre Magnum. Donc on va pas mettre une Naipa en Magnum. On est plutôt sur des styles blondes, des American Pale Ale. Par exemple, notre IPA n'est pas en Magnum, mais l'American Pale Ale, ça permet d'avoir un produit houblonné déjà un peu accessible. Et style belge. Ok. La brasserie, tu peux nous dire d'où elle tient son nom? Alors, Osso, AUSSAU, je précise, parce que tout le monde est trusté par l'Osso Irati, le fromage des oui. Pyrénées. En fait, c'est la même racine. Le pic du Midi d'Osso s'appelle Aussau en béarnais. Et c'était un moyen pour nous de pouvoir ancrer cette brasserie dans un territoire donné béarnais,
et apporter un peu une fierté à cette région, à ce petit territoire, parce le département est coupé avec on va dire un territoire beaucoup plus connu au niveau national qui est le Pays Basque, et ça permettait de faire rayonner un microcosme qu'on peut avoir au niveau territorial. Parce qu'autant des bières qui jouent sur l'image régionale basque, on en connaît un paquet, il y en a un paquet. Autant le Béarn était peut-être un peu en retrait à ce niveau-là. C'est aussi peut-être lié au fait qu'il n'y a pas vraiment d'image béarnaise en vrai. On va dire, les Basques ont su, comme les Corses ou les Bretons, on en parlait tout à l'heure, ont su s'exporter et exporter leur image. Bon, le Béarn, c'est un tout petit territoire, on n'a pas l'océan, on a les montagnes, mais on n'a pas de la neige chaque année. Donc pour exporter vraiment cette image béarnaise, c'est un peu compliqué. On essaie de le faire nous en utilisant des produits locaux, du piment, par exemple, au lieu d'utiliser le piment d'Espelette qui truste un peu tous les piments en France quand on voit des bières au piment, pour ceux qui veulent faire ce côté régionaliste, on va avoir du piment béarnais. C'est un peu notre défense à nous de pouvoir proposer autre chose. Alors, on en parlait un petit peu entre nous avant l'épisode. Tu me disais que dans tous les volumes produits par la brasserie, vous arrivez quand même à vendre un peu partout sur le territoire national. Ouais, tout à fait. Après, la brasserie joue quand même d'une image du coup régionale. Tu te situerais comment un peu dans cette implantation ? Aujourd'hui, si on parle un peu, sans me parler dans les stats chiffres, mais on va rayonner 60% de nos volumes vont se passer sur le secteur. Avec un secteur qui est quand même assez restreint. On parle du croissant Landes, Pays Basque, Haute-Pyrénées, tu vois, c'est 3 départements. Ouais. Et ensuite, le reste des volumes se vend un peu partout en France. Ça, c'est le fruit d'un gros travail de prospection qu'on a eu, vraiment le bâton de pèlerin, la voiture et les glacières. Je pense qu'il y a plein de brasseurs, s'ils nous écoutent, qui connaissent ça. C'est le nerf de la guerre pour se faire connaître, et ça nous a permis de pouvoir distribuer aujourd'hui aussi bien à Colmar qu'en Bretagne, partout. Okay. En Auvergne aussi, partout. Donc si je résume un petit peu, on est sur une brasserie avec une image régionale assez forte, qui vend évidemment dans sa région, mais qui a aussi pour ambition de faire du coup un peu rayonner le Béarn partout en France. Exactement. Et bon, on en parlera certainement après, mais ça se joue aussi par cette volonté de... c'est pas pour rien qu'on a 25 références. Je disais tout à l'heure en rigolant que c'était mon choix et c'était une volonté de faire un peu tout, mais c'est aussi une manière pour nous de pouvoir cibler des consommateurs hors Béarn avec des produits un peu plus atypiques que ce qui pourrait être retrouvé chez les petites brasseries chez eux, et ça nous permet, c'est ça qui nous fait rayonner aujourd'hui. Bien sûr. Je te propose de commencer à rentrer dans le vif du sujet de cet épisode, et pour donner un petit peu de contexte, alors je sais pas encore au moment où on enregistre comment va se nommer l'épisode, mais dans les titres que j'avais travaillés, il y en a un qui sera probablement pas le titre de l'épisode, mais je trouve qu'il est assez marrant et qui résume bien le truc, c'est la bière craft, ce n'est pas que pour les barbus en chemise à carreaux. Ah, c'est pas faux. Ouais. Avec un bonnet. Avec un bonnet, exactement. C'est ça. Même si on est tous les deux barbus. Oui. On n'a pas la chemise. On n'a pas la chemise, on n'a pas le bonnet. Non, c'est ça. Ouais, voilà. Donc, pour résumer, c'est comment on inscrit la production de petites brasseries qui ne s'adressent pas justement aux geeks. On va le voir via plusieurs axes que j'ai un peu travaillé, et on va développer ça ensemble. Et on va commencer par un premier axe qui est déjà définir ce qu'est un beer geek et la craft geek. Et on va revenir donc sur un épisode qui a duré 3 heures chez moi et qui n'a pas donné de réponse, et on va essayer de résumer ça en quelques minutes. Est-ce qu'on pourra apporter de nouvelles définitions à la craft geek et au beer geek? Alors là, j'ai un peu restreint, et je l'ai défini ça comme la craft geek, comme ça. Ouais. Je garde le terme craft global pour la bière, on va dire, de petite brasserie, bière artisanale. Mais si je devais résumer, le beer geek, moi, je le considérais comme un consommateur de bière craft, souvent connaisseur ou pensant l'être. Et ça, petite pique à quelques beer geeks, qui est pointu, ou qui pense l'être également, et qui est attaché à certains styles et à certaines valeurs. C'est vrai qu'il y a souvent une notion de valeur qui est mise en avant dans la craft. Alors on peut parler de valeur quand on parle de brasserie régionale, de valeur chauvine, régionale et ainsi de suite. Là, dans la craft, on a aussi on peut parler dans la craft, on va dire plus geek, de valeurs, qu'elles soient humaines, sociétales, environnementales, qu'on voit souvent mises en avant de la part de certaines brasseries. Et du coup, la craft geek, moi, je dirais que c'est une catégorie de bière qui est souvent représentée par certains points clés, que ce soit le format avec la canette, les styles plutôt modernes, innovants, ou alors justement en faisant revivre des styles oubliés. Une image très travaillée, souvent colorée, atypique, avec une image de marque forte. Mais ça, encore une fois, on verra aussi que c'est pas
que pour les geeks. Et j'ai mis aussi des petits volumes parce que pour moi, le consommateur geek, je l'espère en tout cas, en général ne se fait pas avoir par le craft washing. C'est ça, plutôt consommateur sur des brasseries niches et vraiment ciblées, quoi. Ouais. Et c'est pas parce qu'une brasserie Indus a commencé à faire de la Naipa en canette 44 que le geek va tomber dedans, je l'espère. Je pense pas non plus. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on cible un peu la définition de bière geek et de brasserie craft geek? Ouais. Il y aura des choses à rajouter là-dessus? Alors, premièrement, j'en côtoie pas beaucoup. Donc, on va avoir une image un peu biaisée peut-être de ce que je peux avoir en tête du beer geek. De ce que je vois, j'aurais tendance à dire que le beer geek, en fait, c'est un esthète de la bière. Alors, c'est un mot un peu alambiqué, mais dans esthète, il y a la recherche du pointu, la recherche de la découverte, de la nouveauté, de l'expérimental. Il y a aussi le côté recherche, entre guillemets, de l'esthétisme. Donc, le côté... c'est exactement ce que tu disais. La canette 44, tu fais la même bière en bouteille 33, je ne suis pas sûr qu'elle soit vue de la même manière, alors que le produit intrinsèquement à l'intérieur, alors évidemment, on ne parle pas des conditions de conservation, hein, mais le jour de l'encanage ou le jour de l'embouteillage, c'est la même à l'intérieur, mais la note et la vision ne sera pas la même. Parce que l'esthétisme joue énormément là-dedans. Si le geek est un tant soit peu honnête, on va dire, et bon en dégustation, normalement, il devrait pouvoir déguster la bouteille et la canette à côté et dire en effet, c'est le même jus avec la même qualité. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que les deux bières de la même, même si c'est avec la même image de la même brasserie en bouteille et en canette à côté dans le rayon, on sait très bien que le geek. Il y en a une qui sort pas. Voilà. La bouteille prendra la poussière. Ouais. C'est vrai que tu as évoqué aussi un truc que j'ai pas mis mais qui a une grosse importance, c'est cette quête de la nouveauté. Ouais. Souvent le geek il est attiré par les brassins éphémères, il veut toujours de nouvelles choses. Tout à fait. Il n'aura pas cette tendance à aller reboire une bière qu'il a bu même si elle lui a plu. C'est ça. C'est-à-dire j'ai beaucoup aimé la Naipa de cette brasserie là que j'ai goûté. Je serais heureux de boire une autre Naipa de la même brasserie, par contre il ne voudra pas reboire la même. C'est ça. Il y a un côté infidèle et fidèle. T'es infidèle au style et à la recette de bière que tu as goûté, tu veux plus leur regoûter. Par contre, tu peux être fidèle à une brasserie et attendre chaque release à chaque fois pour pouvoir les déguster, quoi. Donc, s'il y a un côté hyper positif aussi, hein, parce que t'as vraiment cette image d'aficionado, je supporte une brasserie, donc je vais goûter tout ce qu'elle fait. Par contre, c'est sûr qu'en termes de brasserie, même en termes d'offres, tu perds beaucoup de consommateurs quand tu suis cette mode-là. Combien de fois on me dit putain, mais tu fais plus cette bière? Pourquoi tu fais plus cette bière? Putain, moi je l'aimais bien. Elle y est plus au catalogue. Il y a cette revendication aussi qu'il faut entendre. C'est pas la même cible, t'es pas sur le geek, mais c'est une question de stratégie, je pense, au niveau de la brasserie, de savoir qu'est-ce qu'elle veut cibler, quoi. Et je sais que moi, du coup, au niveau du podcast, je vais avoir une audience qui est quand même relativement proche des geeks, voire geeks. Tout à fait. Donc du coup, on va peut-être des fois dire des choses qui ne semblent pas logiques ou innées pour un consommateur geek. Bien sûr. Mais en effet, la plupart des brasseries de France, parce que le marché geek reste quand même une niche dans la niche, c'est-à-dire qu'on est dans la niche de la petite brasserie, et en plus, dans cette niche de la petite brasserie, on retrouve la niche de la craft geek. Mais la plupart des petites brasseries, c'est ce qu'on va développer après, ont en effet une clientèle plus traditionnelle, c'est ça, et qui aime bien, quand elle a trouvé un produit qui lui plaît, pouvoir en faire une valeur sûre, une valeur refuge et y revenir derrière. Tout à fait. Très bien. On a cerné les geeks, ça y est. Ouais. Je sais pas si on a cerné les geeks. Après, est-ce qu'ils sont faciles à cerner les geeks quand même? Ouais, non. Le truc, c'est qu'au sein même de ce segment de conso, je pense qu'il y a plein de variétés différentes. Un peu comme partout, hein. Ça dépend à qui tu parles. Mais c'est vrai que pour y revenir sur ce que je disais, t'as un côté, t'as combien de brasseries aujourd'hui qui ne pourraient vivre que par le geek, quoi. C'est hyper compliqué. Pas tant que ça, oui, et pour exister, c'est hyper complexe. Oui, parce que on voit souvent, en tout cas en tant que geek, la bière par un prisme qui nous montre assez peu de brasseries finalement. On revoit souvent les mêmes. Peut-être qu'on peut allez, il y en a quand même un paquet, mais je veux dire que si on compte une centaine de brasseries geeks, c'est déjà bien. Il y en a plus de 2500 en France, des brasseries. Donc ça reste heureusement une que goutte les autres d'eau. existent. Voilà, c'est une goutte d'eau toi, dans le cas de la brasserie Osso, est-ce que tu te définirais comme un style de brasserie particulier?
Est-ce que tu mettrais l'étiquette craft? Est-ce que tu mettrais l'étiquette artisanale? Est-ce que tu mettrais l'étiquette juste de, je sais pas, microbrasserie Ouais, la façon d'amener le craft, ouais, j'ai l'impression qu'on est plutôt craft dans la mesure où on n'est pas resté dans le carcan traditionnel des blondes, blanches ambrées, triple, IPA. Voilà, on a 25 recettes, on a vraiment tous les styles. On n'est pas extrémiste, donc on va pas faire des styles qui pourraient perdre le consommateur qu'on a en face. J'adorerais faire une sour, j'adorerais faire des IPA brettés et levés en fût. J'en ai eu fait à une époque. J'ai eu des problèmes, donc j'ai arrêté. Ça dépend vraiment le consommateur que tu as en face. Donc moi, j'ai l'impression qu'avec les 25 recettes, on répond un peu à tout le monde et surtout, on répond à notre envie d'apporter de la nouveauté. C'est-à-dire que même sur des références permanentes qu'on a, on va modifier des poivres, modifier des variétés doublons, modifier des équilibres, modifier des levures. On va à chaque fois essayer de varier un peu les plaisirs. Mais par contre, on n'est pas le temple du craft, quoi. Enfin, là-dessus, j'aurais peut-être un complexe d'infériorité. Faut pas se leurrer face à des grandes brasseries, non pas forcément par la taille, mais par l'image et par la créativité. Enfin, moi, quand je regarde Fauve, je suis l'Instagram de Fauve, je suis admiratif, quoi. Par contre, je sais qu'aujourd'hui, notre clientèle ne nous le permet pas. On se vautrerait. Les cuves, elles seraient pleines et on se dirait qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Donc, il y a un moment, il faut aussi se recadrer par rapport à ce qu'on a, au marché qu'il y a et jongler avec ça. Donc, craft, oui. Artisanal, forcément. Surtout les engagements qu'on a. Enfin, il y a plusieurs façons de voir l'artisanal. Je crois que tu as une définition plus ou moins légale quand même de l'artisanat en France avec exactement. Il faut maximum être moins de 10 personnes, ouais, voilà. Mais si tu es un full auto et que tu es 3 dans la brasserie, est-ce que tu es artisanal? Tu vois, c'est ça la question. Si tu es moins de 10, ouais, en effet, mais que tu mets des extraits de houblon, des extraits de malt. Ouais, c'est clair. Ou tu fous des arômes, des arômes de cerise pour faire une bière à la cerise, est-ce que ça reste de l'artisanat? Je sais pas. Je pense qu'il y a quand même pas mal. Je sais de sûr pour les avoir déjà vus sur des étiquettes que ça se fait dans pas mal de brasseries à ampleur régionale, voilà, pour avoir leur bière rouge, leur bière fruitée, c'est de l'extrait, du concentré, tout à fait. du jus. Et voilà. Mais je vais te dire, pour avoir discuté sur des salons avec des brasseries qui le font et qui elles s'en sont pas fières du tout, elles te disent aujourd'hui c'est le seul moyen qu'on a pour rendre vraiment la fidélité du fruit. Et nous, on a développé une gamme de fruits. Tu vois, on a une bière à la framboise, on a une bière au citron, on a une bière à la clémentine, une lager houblonnée à la clémentine. Quand on a lancé les process, c'est 2 ans de boulot. Ouais. Au bout d'un moment, quand tu fous des quantités astronomiques de purée dans tes bières et que le goût ne sort pas comme tu veux, tu te dis c'est pas possible, il y a de la magie qui est faite ailleurs, quoi. Il y a aussi un côté où c'est difficile de répondre à l'attente d'un consommateur qui a été éduqué là-dessus et biberonné aux bières notamment industrielles ou aux bières belges sucrées, fruitées, qui travaillent justement avec de l'arôme, du concentré ou même des sirops, mais tu peux. Et vouloir faire la même chose avec de la purée de fruits et pas de pasteurisation derrière et donc avec du fruit fermenté, forcément tu peux pas avoir le même rendu que sur un arôme ou un fruit frais. Mais je vais même aller plus loin, tu vois, tu vas dans notre bureau, on a les petits flacons d'arômes parce qu'au bout d'un moment on s'est dit c'est pas possible, il faut en mettre dedans pour que ça ait le goût ou pas, tu vois, parce qu'on n'arrivait pas à avoir le rendu que les gens veulent, tu vois. Oui, bien sûr. Qui est pas forcément le nôtre, tu vois, notre blanche à la framboise c'est très fin, c'est très équilibré, pour moi ça marche bien. Mais quand tu dis lambda bière à la framboise, lui ce qu'il veut c'est du sirop de framboise dans une bière, quoi. Et c'était pas ce qu'on voulait faire, mais on essayait de se rapprocher de ça. Ouais, quoi. C'est la blanche avec un sirop, quoi. C'est ça. Et si tu veux, on s'est posé la question, tu vois, en se disant, on se trompe peut-être. Et le truc, c'est tu ouvres le flacon, tu sens, t'as un yaourt à la cerise, t'es là, non, c'est impossible, on mettra jamais ça dans la bière, quoi. Ça marche pas. C'est pas notre ADN et tu peux pas faire. Mais ouais, du coup, ceux qui mettent des sirops ou des arômes, est-ce qu'ils sont considérés comme artisanal parce qu'ils sont petits? Je sais pas. Aujourd'hui, légalement, oui. Je dirais que oui, voilà, légalement, oui. Après, on en revient à beaucoup de choses et c'est pareil, on va refaire le monde si on rentre dans des débats comme ça. Mais quand tu regardes la législation sur la bière, elle a 60 ans, elle est plus du tout adaptée au milieu de la bière actuelle. Techniquement, je pense que, en tout cas, si on prend les brasseries craft geek, il y en a facilement les 2 tiers qui doivent produire des produits qui ne sont pas des bières aux yeux de la loi. Mais c'est hors la loi. Enfin, nous, pour le coup, on en a parlé un peu avant, on a eu une visite de la DGCCRF pour un contrôle, c'est leur boulot, ils sont là pour ça. Quand le mec te dit le lactose t'as pas droit,
Tu as envie de dire, waouh, il y a la moitié des biens, la moitié des geeks qui s'effondrent, quoi. Il n'y a plus rien qui se passe. Donc voilà, faut jongler avec ça, faut jongler avec la loi qui est malheureusement en retard, mais c'est pareil pour le cidre, tu vois. On a sorti un cidre houblonné. Le monsieur des GCSRF qui est revenu chez nous a dit c'est illégal. Parce qu'à l'époque, c'était pas venu à l'idée qu'on pouvait foutre du houblon dans du cidre, quoi. Donc c'était pas autorisé, donc c'est interdit. Voilà. Donc comment tu l'appelles, tu vois? Ouais, autant dans la bière, il y en a qui ont trouvé du coup l'astuce d'appeler ça une boisson fermentée à base d'œufs. Ouais. Parce que du coup, en plus, c'est quand même le bon plan parce que tu payes moins d'assises sur une boisson comme ça que sur une bière. C'est ça, bonne surprise. Et puis là, je sais pas à quel moment tu sortiras cet épisode, mais vu le contexte avec l'augmentation des taxes qui va arriver sur les accises, c'est peut-être le bon plan de plus s'appeler bière, hein, et de s'appeler lager et triple, parce que ça on pourra pas l'empêcher. Oui, c'est vrai. Je te propose, vu qu'on a quand même déjà bien défini, ou essayé de définir la craft et les brasseries geek, de glisser vers le deuxième axe. Et là-dessus, je voulais te demander, selon toi, quelle est la place pour la bière entre ce segment qui prend une grosse majorité du marché, donc des indus et des tradis, on va dire, belges, qui font quand même un certain volume, et celui des crafts vraiment geeks de la niche. Il y a quand même un entre-deux, dans lequel tu penses probablement être, j'imagine. Ouais, tout à fait. Nous, on est l'alternative l'alternative. Ça fait très prétentieux, genre je suis la solution, tu sais. Et du coup, voilà, la question, c'est quelle est la place pour ces brasseries-là, dans ce marché-là? Qu'est-ce qu'on brasse comme style? À quel public on s'adresse? On verra après, on va dérouler. Il y a ça découlera de pas mal de choses, mais on a quand même, on a un peu l'élément qui est entre le marteau et l'enclume. D'un côté, on a la craft ultra geek qui parle à un public très niche, mais qui en même temps fait beaucoup parler de lui. On consomme peu, mais on parle beaucoup. C'est ça. Ça, t'as le mass market, les Lager Indus, les Heineken et compagnie qui font plus de 90% des volumes. Tout à fait. Mais pour se situer au milieu, je pense que la première chose à faire, c'est définir ce qu'on a envie de faire, quoi, et ce qu'on a envie d'être. Nous, c'est quelque chose qu'on a fait au démarrage. On s'est dit, voilà, aujourd'hui, comment on peut se positionner, surtout que chez nous, on a des acteurs semi-indus qui ont en plus une connotation locale. Oui. Comment on peut exister face dans cet univers-là, et la réponse a été c'est par le produit, par la variété des produits et par l'engagement qu'on met dans les produits. L'engagement, ça peut être aussi bien, chez nous on est 100% bio, c'est quelque chose qu'on veut faire. L'engagement, c'est travailler avec un mec qui a 20 km pour les houblons et pas aller acheter des houblons ailleurs. Alors, je précise quand c'est possible, parce que dès qu'on veut faire du mosaïque ou du citra, on travaille tous avec les mêmes. Donc ces engagements-là, ça va être la créativité, de se dire, voilà, est-ce que parce que je ne suis pas geek, je dois m'interdire de faire d'autres styles que blonde, blanche, ambrée, IPA belge et une brune de Noël? Voilà, faut apporter de la créativité, et je pense que surtout ce créneau-là que nous on a pris, c'est un créneau où on se dit il faut pas avoir de complexe. C'est surtout ça le plus important, quoi. Parce que on n'est pas geek, on fait pas des bières ultra pointues, on met pas 40 grammes ou 60 grammes de houblon au litre. Ça c'est aussi une volonté de notre part, dans la mesure qu'on veut rester un peu accessible en termes de tarot, et qu'il y a un moment, il faut être raisonnable. On reste sur un produit bière. Quand on s'adresse pas à l'esthète geek qui va absolument prendre une décharge de houblon dans la bouche, il faut qu'on puisse contrebalancer avec autre chose, quoi. Et puis à côté de ça, quand on parle du mass market, où en effet, t'as le choix entre payer ton pack de 12 x 25 de crocs à 5 € et on va dire cette audience-là qui de temps en temps va acheter une bouteille de 33 de Chimay ou je ne sais quoi à l'unité dans son supermarché à 1,50 €, c'est déjà le sentiment d'acheter de la bonne bière. Et toi, t'arrives avec ta bière et t'es à 2,80 €. Voilà. Je te dis, je pense que le jouer local et jouer le côté régional sur le type de brasserie comme nous, c'est important. Ne pas s'enfermer là-dedans, c'est important aussi. On a beau être la bière béarnaise, enfin une des bières béarnaises, je rectifie parce qu'on est plusieurs brasseries, mais une bière béarnaise, tu verras pas des vaches sur les deux vaches logo du Béarn. On parle pas, voilà, on essaie quand même de parler à tout le monde, et surtout ensuite dans les styles, sans aller jusqu'à des trucs ultra houblonnés, on peut faire des trucs créatifs qui peuvent s'adresser à d'autres personnes ailleurs en France, et c'est là où on peut exister. C'est pas forcément avec nos bières tradies qu'on va exister sur le reste du marché, c'est avec des bières un peu plus différentes.
Parce que toi, tu parlais au début de votre gamme permanente gargantuesque. Énorme. Mais au sein de cette gamme permanente, il y a un peu des sous-gammes, on va dire. Ouais, c'est ça. On a si tu veux, je l'explique. Ouais, vas-y. Tu seras le mieux placé. On va avoir, en gros, on a une gamme qu'on va appeler gamme tradition, où on va retrouver une blanche American Wheaten, une Golden Ale, une Irish Red Ale, des gammes assez, pour le coup, maltais et assez accessibles. Et ça, l'idée, c'est que cette gamme-là, c'est la gamme qu'on va avoir en fût en local, parce qu'on ne perd pas le consommateur, parce que le consommateur qui derrière boit une APA de chez nous et qui aime pas forcément ou qui découvre le style, il va pas être rongé par l'amertume ou la sécheresse. Il aura un tronc maltais qui est quand même important. Ça va être notre cœur de gamme. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est une gamme où le consommateur lambda peut retrouver un peu une analogie avec une valeur sûre qu'il connaît déjà sans que exactement. Tu prends notre Belgian Strong Ale, souvent elle remplace des becs de Duvel ou elle va remplacer des becs de Grimm pour les mecs qui n'avaient pas forcément un style belge bien défini, mais l'idée c'est ça, c'est de se dire on a un socle de réassurance, les mecs là-dedans, la German Pilsner, ils vont pas être perdus, on va pas, même si on a une plus-value par rapport une plus-value, c'est des choix subjectifs, j'essaie toujours d'être prudent par rapport à ce que je dis, mais si on a une plus-value, par exemple notre German Pilsner va être très maltais avec un peu de carapace pour lui apporter de la gourmandise, pour vraiment trancher par rapport à ce qui peut se faire en Indus, ça reste accessible, quoi. Et cette gamme-là, elle va être là pour ça. Après, tu vas avoir une gamme qu'on va appeler Craft, justement, où tu vas avoir des produits, des DDH IPA, des sessions IPA. C'est jamais des monstres par rapport à ce que tu peux goûter en canne et tout. Ouais, bien sûr. Mais l'idée, c'est on a l'ambition peut-être d'être la première étape pour cette découverte de ces styles-là. Tu vas avoir des belges boisés, des triples au poivre, des choses. C'est pas forcément que du geek pointu. Tu vas avoir ensuite une gamme SPI, où tu vas retrouver Barley Wine Imperial Stout, et bientôt, d'ailleurs si tu voudras le goûter, c'est bon aujourd'hui parce que c'est en cours de fermentation, c'est un grape ale avec du gros mancin. Aujourd'hui ça ressemble à du bourrette, je sais pas si tu connais, c'est le vin avant fermentation, c'est assez stylé. Et ensuite on va avoir une gamme qu'on appelle Bisou Colin. Comme son nom l'indique ou pas, ça va être une gamme où tu vas retrouver plutôt des bières soit sur la douceur, comme un bisou, ça peut être acidulé comme la framboise, sucré comme le miel, un peu amer comme la clémentine avec la lager, ou soit piquant avec du piment. Voilà. Mais à chaque fois, tu as des univers de gamme qui permettent d'exister sur le marché français aussi, quoi. Oui, en fait, en remettant un peu toute cette gamme en perspective, on voit bien que on parle pas juste d'une brasserie tradie qui s'amuse, si on peut dire s'amuser, mais qui se contente d'aller reproduire les styles tradis connus du grand public. À côté, il y a aussi quand même derrière, en effet, même si comme tu dis, on n'est pas sur ce que peuvent faire des brasseries geeks en canette 44 à je sais pas combien de grammes de houblon par litre. C'est ça. On va quand même aller introduire un public la Session IPA, la DDH IPA et des styles divers et variés. Tout en sachant que c'est un effort pédagogique qu'on fait, nous, d'amener ces gens-là sur ces gammes-là. Mais que la vérité du marché, c'est qu'aujourd'hui, ce qui fait vivre la plupart des brasseries et qui nous fait vivre aussi, c'est la blonde, le style beige ou la triple, quoi. C'est là où c'est là où on amène le plus de personnes vers notre brasserie. Ouais. En fait, là, ce que je trouve intéressant, c'est que moi, dans les notes que j'avais prises, c'est que pour reparler de cet entre-deux entre les indus et les brasseries geeks, je m'étais noté que c'est vrai que dans les industriels, on va retrouver souvent les mêmes styles, des brasseries, des bières de type Pils, ou alors chez les Belges de la Belgian Pale Ale, de la Belgian Strong Ale, de la Triple, de la Double, ce genre de choses. Souvent, on va retrouver aussi un peu les mêmes formats, 25 centilitres sur les Pils Indus souvent, ou 33 centilitres chez les Belges, 50 chez les Allemands, mais de la bouteille à chaque fois. Une caractéristique aussi, c'est souvent son prix au litre faible. En opposition, la craft geek, elle se ressent quand même souvent sur 3 familles de styles, les bières houblonnées, les sour et les bières noires. C'est ça. Après, même s'il y a toujours quelques petites expérimentations, bien autour, sûr, on va avoir les sauvages, on va avoir d'autres choses, mais il y a quand même 3 vraiment grandes familles de styles, et souvent on le voit quand les geeks parlent, ils disent toi t'aimes quoi, t'es plutôt team houblon, team pétrole ou team c'est ça. je sais plus comment on dit, acide de batterie, mais c'est pas ça. Il y a autre chose. Mais il y a d'autres choses. Pareil, on retrouve aussi une identification forte sur le format, où on en parlait, la canette, qu'elle soit 33 ou 44, même si c'est surtout le 44 qui a cette connotation très geek, ou 75 centilitres en bouteille sur des styles un peu plus barriques et fermentation mixte, ainsi de suite. Et là, un prix au litre qui explose. Et du coup, avec toi, ce que tu exposes de votre gamme, en fait, on voit bien qu'on a un entre-deux.
on va aller prendre la main des styles tradis, prendre la main des geeks et être un peu entre les deux avec une passerelle. Yes, c'est ça. Mais sans vouloir perdre les mecs, tu vois. Parce que le mec, il t'a fait confiance en goûtant ta blonde qui se dit, j'ai pas goûté la blanche au citron, s'il goûte une sour, trop acide pour lui, tu le perds, le mec. Donc, quand tu es dans ce positionnement intermédiaire, je dis pas qu'il faut absolument pas faire des trucs de geek. Bien sûr. Mais il y a un moment, il faut savoir à qui tu vas parler à la fin. Et je sais pas si c'est l'œuf qui a fait la poule ou la poule qui a fait l'œuf, mais si tu es pas geek, tu n'es pas forcément dans les bons distries, donc tu n'auras pas forcément les bons magasins de bière, donc tu n'auras pas le consommateur que tu veux en tant que geek. Et en même temps, si tu fais quelque chose d'un peu geek de ton côté, tu vas le vendre à des gens qui ne seront pas forcément adaptés pour expliquer le produit. Parce qu'un caviste généraliste aujourd'hui, savoir une sour ou une passerie sour, ce que c'est, ils ne le savent pas tous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi accepter. On a beau faire des efforts de formation et d'expliquer, mais le message ne passera pas forcément jusqu'au consommateur. Et le consommateur qui achète une passerie sour en croyant acheter une blonde ou une blanche parce qu'il n'y a pas lu, ça peut le choquer. Je dis pas que pareil il va adorer, ça peut être un choc où il adore, ça peut être un choc où il se dit cette brasserie elle est pas bonne quoi. Et même s'il a lu l'étiquette et qu'il prend conscience qu'il va prendre une bière aux fruits, il a pas forcément les attentes d'une bière aux fruits qu'il peut avoir avec une passerie. Exactement. C'est le biais qu'on a, je pense, et c'est un défaut qu'on a en tant que brasseur, c'est que comme on est passionné de ça, on est pointu sur tous les styles, on connaît tous les styles. On a besoin des styles pour comprendre exactement, même s'ils ne sont pas forcément tous respectés, mais quel style tu vas avoir en face dans ta bouteille. Le consommateur, s'il voit écrit fruits rouges, lui, ce qu'il veut, c'est une bière aux fruits rouges, quoi. Et si elle est acide, il comprend pas. Il veut sa Castel rouge sucrée. Et tu vois, même nous, notre blanche à la framboise, il n'y a pas de sucre puisque tout est consommé dans la fermentation. C'est fermenté, forcément. Oui. Donc il y a l'acidulé de la framboise. Il y a des mecs qui vont te dire ah putain, il est un peu acide. Ouais, mais t'as jamais bouffé de la framboise ou quoi? Tu vois, c'est acidulé la framboise. Et c'est là où on biaise un peu, où il faut faire attention en fait à qui tu parles. Ouais. Alors, je pense que le cas de la brasserie Osso se développe de plus en plus, on se voit de plus en plus dans d'autres brasseries avec une gamme assez large. Ouais. Mais après, c'est qu'on en parlait un petit peu avant, il y a quand même une grande majorité de brasseries à ambition, en brasserie artisanale, à ambition locale, régionale, qui sont encore à se contenter de faire des styles très tradis, parce que finalement, j'imagine que c'est là-dessus que toi aussi tu fais la plupart de tes volumes. Ouais, alors je pense qu'il y a plusieurs raisons. Déjà, quand tu es plus petit, je l'ai dit tout à l'heure qu'on faisait 4000 hectos, donc on a quand même un parc de fermenteurs qui est relativement conséquent, qui nous permet, même si avec 25 références on s'en sort pas, on est tout le temps en train de courir après la rupture, ça nous permet quand même de pouvoir choisir de faire plein de rêves différentes. Après tu as des brasseries, quand tu as 6 fermenteurs et que tu as déjà 6 refs en gamme permanente, t'en rajoutes une, t'en sacrifies une quoi. Donc il y a aussi peut-être, je pense, cette notion de par manque de moyens, tu réduis ou tu rectifies ton cœur de gamme et tu optimises tout simplement. Vous cherchez des encanneuses efficaces et faciles à utiliser? American Canning, le pionnier de l'encannage à Austin aux États-Unis, propose des machines compactes et simples d'utilisation avec un faible taux d'oxygène dissous. Ils offrent des technologies atmosphériques ou isobariques allant d'1 à 6 têtes de remplissage pour répondre à la mise en canette de toutes vos boissons, de la bière au soda. American Canning, c'est des machines abordables avec des délais de livraison courts et une formation disponible en français directement par des opérateurs experts agréés et certifiés. Pour plus d'informations, écrivez à europe@americancanning.com ou venez les rencontrer au Brobévial de Nuremberg du 26 au 28 novembre 2024, hall 7, stand 107. Alors justement, on parle de bière toujours artisanale et on parle maintenant aussi on va parler un peu de la manière des canaux de distribution pour ces brasseries. Parce que, alors toi tu le disais dans ton cas, tu bosses en grande partie en régional, mais pas que. Ouais, tout à fait. Et ce que tu disais au début, c'est que c'était un peu pour le hors régional, le bâton de pèlerin, l'échantillonnage. C'est un truc de fou. Du coup, j'imagine que dans un premier temps, vous êtes quand même allé faire beaucoup de démarchages pour aller vous implanter nationalement. Les trois premières années, tu dors toutes les semaines avec dans ta chambre d'hôtel les glacières les glacières électriques qui refroidissent pour faire goûter le lendemain, quoi. Donc c'est un vrai gros travail de prospection, de conversion, quoi, parce que quand tu vas voir un mec à Épinal, à l'autre bout de la France,
La bière béarnaise, clairement, il en a pas besoin, quoi. Donc il faut lui montrer ce que tu peux apporter. Alors évidemment, là, tu vas pas lui expliquer que ta blonde est la meilleure du monde, parce qu'une blonde en local, il y en a 50. Oui. Donc là, il faut lui expliquer ce que tu peux apporter d'autre. Des barley wine, des lagers à la clémentine, parce que c'est moins vu. Des choses un peu plus atypiques. Mais ouais, t'es obligé de démarrer par ce côté prospection important. Mais tout le monde y passe par ça. Ce que tu dis est intéressant, c'est-à-dire que dans ton cas où tu travailles au national, tu vois une vraie différence entre ce que tu vas référencer dans les bars et cavistes en local et en hors local. Ah, bien sûr. Tu travailles beaucoup plus la gamme tradi localement et un peu plus de... Je vais pas dire geek non plus, mais des styles plus particuliers, plus pointus, un peu sur le reste du territoire. Tout à fait. En fait, ailleurs, en dehors de notre territoire, les gens vont chercher ce qu'ils n'ont pas chez eux. Donc, s'ils ont 3-4 brasseries qui font déjà des blondes, blanches ambrées, tripes, enfin, on va dire les gammes tradies, ils n'ont pas forcément besoin de moi. Alors, ils vont peut-être me les prendre parce que ça va leur permettre d'avoir une diversité. Mais ce qui va les intéresser, c'est les produits qui ne sont justement pas faits par les brasseries locales, les petites brasseries locales. Alors, pour les brasseries... on va dire les plus grosses brasseries, les brasseries Indus, les brasseries belges, souvent on les retrouve un peu partout parce qu'elles passent par des réseaux de distribution nationale, tout est délégué à un distributeur qui va l'implanter partout. Souvent d'ailleurs maintenant sur la brasserie belge de plus en plus en GMS, en grande distribution. Cela dit, pour une petite brasserie, le fonctionnement est souvent un peu différent, surtout quand on a une ambition locale dans un premier temps. Donc j'imagine que alors, je vais parler de cas général, mais une petite brasserie, pour moi, je vois 3 gros canaux de vente principaux. Le direct brasserie, donc direct aux particuliers, souvent avoir un petit magasin sur place ou un taproom pour la consommation. Le direct en pro, en circuit court, donc vendre dans les cavistes locaux, en bar, en local et en direct. Souvent, on va retrouver aussi des bières en épicerie fine, ce genre de choses. Et en effet, enfin, il peut y avoir des réseaux de distribution spécialisés. Là, encore une fois, il y a plusieurs échelles. Il y a des distributeurs locaux qui vont se charger de distribuer pour toi la bière à, je sais pas, mettons X kilomètres de rayon autour de la brasserie parce que les brasseries ne veulent pas forcément toutes avoir un chauffeur-livreur qui passe sa journée sur la route à livrer. Et ou alors, pour aller faire du national, ça peut aussi quand même faciliter la tâche. Je sais pas où tu te situes, toi, avec Osso. Nous, on fait un peu de tout, c'est-à-dire que dès qu'on sort de la région, on va travailler du caviste direct. Très peu d'épiceries parce que les épiceries sont plutôt en général focus sur le régional, leur offre régionale. Donc on va travailler du caviste en direct un peu partout en France. Ensuite, en région, par contre, je dis pas qu'on tape partout, mais grosso modo, on va travailler aussi bien du CHR en direct pour la partie bouteille, du CHR via grossiste pour la partie bouteille et fût. Ça peut être des magasins bio, ça peut être des cavistes, ça peut être des épiceries. Et là, pour le coup, on travaille vraiment en se disant, on met le pied dedans d'abord, et après on réfléchit comment on distribue. Je m'explique. D'abord, je rentre chez un restaurateur. Et après, si le besoin s'impose de passer par un distributeur pour des questions logistiques, on le fait. Mais il faut voir le... Enfin, en tout cas, il y avait déjà eu pas mal de discussions là-dessus sur des épisodes précédents avec... on essaie de rentrer chez le grossiste, mais c'est compliqué de rentrer chez le distributeur local et tout. Mais en fait, tu rentres pas chez lui. Tu rentres chez ses clients et une fois que tu as fait le taf de présenter, tu rentres chez lui. Mais un distributeur est un distributeur, le distributeur pas forcément un vendeur. Voilà, il a un rôle purement, on va dire, logistique de stocker, distribuer. C'est ça. Mais il n'est pas forcément là pour proposer une force commerciale. En fait, il a une force commerciale. Mais il a une force commerciale avec 2000 produits à vendre. Donc il y a un moment, forcément qu'on est humain. Et la facilité, c'est de vendre toujours les mêmes parce que tu es plus à l'aise avec les produits, parce que tu es plus à l'aise avec les mécaniques commerciales, tu es plus à l'aise avec tout. Donc forcément que le mec, s'il a l'habitude de vendre Heineken, il va vendre Heineken parce que c'est plus facile. Il connaît le commercial Heineken qui doit le voir régulièrement. Et nous, en tant que petite brasserie, il ne faut pas attendre de ces gens-là d'arriver, de dire « Hé, j'existe. Donc maintenant, tu vas me faire parce que je suis la bière locale. » Il existait avant toi. Donc, il n'a pas besoin de toi. Le seul enjeu qu'il y a, c'est d'aller voir les restaurateurs et de leur dire « Je suis la bière locale, ça vous intéresse, je présente ça comme produit. » Et de faire cet acte de vente. Après, savoir si vous livrez ou si vous faites passer par la livraison, c'est autre chose. C'est un détail à la limite.
Est-ce que, là je pense à ça comme ça, est-ce que par exemple dans ton cas de brasserie à image béarnaise, tu peux aussi avoir comme clientèle, qui pourrait d'ailleurs peut-être te solliciter, des, je sais pas, des restaurateurs béarnais installés un peu partout en France, je sais pas, un restaurant béarnais à Paris ou à Lyon, est-ce que ça fait partie, je pense, des personnes qui disent tiens, il me faut absolument une bière béarnaise dans ma gamme, alors comme un mec qui, je sais pas, veut lancer un Bierstube alsacien à Nantes, va contacter une brasserie alsacienne. Ouais, alors ça marche beaucoup avec les Basques. Ok. Parce que revenez à ce que tu disais tout à l'heure. Exactement. Tu prends n'importe quel restaurateur basque, il va se débrouiller pour avoir même en pression. Il y a une diaspora basque qui est assez importante et ils sont très solidaires entre eux. C'est moins le cas pour le Béarn, encore une fois, parce qu'on n'a pas cet ADN territorial très très fort. C'est pas un défaut, hein, c'est comme ça. C'est plein de régions en France sont dans le même cas de figure. T'as peut-être les Auvergnats qui sont forts aussi avec la diaspora parisienne qui est forte. Mais pour le coup, non. On avait pensé justement à créer des ambassades sur Paris comme ça, à se dire on va voir les restaurateurs béarnais qui sont sur Paris pour essayer de leur vendre de la bière et de leur proposer. Là, tu t'opposes à une complication qui est la partie logistique, c'est-à-dire que tant qu'on parle de bouteilles, c'est facile, on livre et puis ils vendent. Dès que tu parles du fût, si tu n'as pas un relais sur le secteur, ça devient super chaud, quoi. Oui, parce que après, on parle en plus de fût en inox, il faut avoir une logistique de retour. Voilà, nous on fait que du fût inox ou du fût Ecoface, donc c'est des fûts que tu jettes de la poche, voilà. Mais par contre, il faut qu'on les récupère. On veut avoir le moins de masse de plastique jetée, donc forcément, ça implique aussi un choix stratégique de se dire, tant qu'on n'a pas un distributeur avec qui on peut démarrer et des affaires avec qui on peut démarrer un flux pour le distributeur, on n'y va pas. Ouais. Alors, outre du coup ces complications d'ordre logistique, on va dire pour une brasserie à ampleur régionale, c'est quelque chose qui peut marcher à partir du moment où tu as quand même une région à forte identité, donc plutôt on va parler des Basques, des Bretons, des Alsaciens. Tout à fait. Mais vous prenez les Aveyronnais. Oui. Vous prenez les Aveyronnais chez alors je cite pas les noms, mais des grossistes en boisson à Paris, vous avez de la bière avéronnaise. Ouais. Elle est là parce que les Aveyronnais sont puissants sur Paris et qu'il y a beaucoup d'affaires avéyronnaises. C'est top quand t'es brasseur. Tu fais revenir ta bière en dehors de ton territoire par justement les gens de ton territoire. Oui, alors que peut-être que si t'es la brasserie de Creuse, t'auras peut-être moins de facilité à trouver un restaurant qui veut ta bière. Sauf si t'as un mec qui a monté 50 restaurants creusois. La gastronomie creusoise. Le creuset. Et si on parlait un petit peu image de marque, marketing et communication, parce qu'on l'a évoqué un peu quand on a défini la brasserie geek, c'est des brasseries qui jouent souvent sur une image forte. Je veux dire, quand tu vas dans un rayon d'un caviste, tu peux voir une canette de loin, tu sauras normalement déjà c'est une œuvre d'art, et si tu connais un petit peu les brasseries et que t'es un peu accoutumé à ça, de loin sans même prendre la canette, tu sais te dire je sais de qui elle provient, je sais que c'est une canette de chez voilà, exactement. Est-ce que toi tu ressens un besoin d'avoir une image très travaillée de cette manière? Alors, c'est peut-être un peu bête comme question parce que tout le monde maintenant doit travailler son image, quel que soit le produit. Je pense par définition qu'un mec qui n'a pas travaillé son image et qui n'a pas travaillé son positionnement, soit il est en souffrance aujourd'hui, soit il a disparu, quoi. Alors, c'est pas possible. Je vais peut-être le reformuler un peu, mais comment pour une brasserie on peut se forger justement une image facilement reconnaissable et identifiable? Ça, c'est autre chose. Compliqué comme question. Le pack va y jouer beaucoup de créer une architecture d'étiquette. C'est un peu bêta ce que je dis, mais une architecture d'étiquette qui est cohérente et qui permet de vraiment cibler ça dans le rayon, c'est déjà important. Ensuite, la force de la marque. C'est bien de s'appeler Mosaïque DDH IPA. Mais si tu sais pas qui l'a fait, c'est compliqué pour le consommateur de venir chercher, quoi. Donc faut que ta marque elle soit présente directement sur le facing. Faut absolument que ça soit qu'on puisse comprendre d'où vient la bière, parce que mine de rien, quand tu as fait le boulot avec une bière et que le consommateur a aimé, s'il a envie de changer de profil, encore une fois je disais comme le geek infidèle et fidèle, il peut être infidèle à la référence mais être fidèle à la brasserie parce qu'il n'a pas été déçu. Donc à partir de là, il a goûté Burning Man de chez nous qui est une triple au poivre blanc, et il a envie de quelque chose d'estival, il va prendre l'Anki Paki blanche au citron, t'as l'étiquette, le tronc de l'étiquette qui est similaire, t'as une arche avec un design particulier qui est similaire et tu le perds moins comme ça. Ouais, du coup là on parle plus
structure d'étiquette, d'architecture d'étiquette. Est-ce que tu penses que sur le côté régional, on en est encore à avoir besoin de jouer sur les symboles et peut-être les clichés régionaux Par là, un mec a le pic du Midi d'Osso sur ses étiquettes tradies. Ouais, justement. Pour ça, je pense que c'est important parce que c'est encore un truc. Alors c'est certes régional, mais on n'est peut-être pas non plus dans le cliché. Est-ce qu'on en est à devoir avoir des bières alsaciennes avec des cigognes, des bières basques avec la Croix basque, ou des bières bretonnes avec je sais pas un Gwenadou ou un Manir ou je ne sais quoi. Alors. Je vais te dire ce que je pense moi, et après je vais te dire ce qui se fait. C'est-à-dire que. Alors ce que tu penses toi, mais aussi est-ce que tu penses que pour le public, ça a encore à fond une importance, ouais. Je vais même très loin. Nous, on s'appelle Osso. Il y a le pic du Midi d'Osso qui est sur nos étiquettes de la gamme Tradi, je rappelle. Oui. Tu vas côté Gavarnie, t'es plus sur les mêmes vallées. Okay. Ça se vend pas. Parce qu'eux, ce qu'ils voudraient, c'est la blanche de Gavarnie, la bière de Gavarnie. Tu vois, il y a un côté très territorial parce qu'on est proche du tourisme. T'as fait une marque trop locale, du coup ? Ouais, sur cette gamme Tradi, on a fait une marque assez locale. J'avoue que le côté, mais en même temps... Est-ce que tu vas varier du coup les étiquettes pour la vendre à 20 km plutôt qu'à 10, avoir une... Exactement, on va changer de pic sur C'est ça, exactement. On y a réfléchi à ça, oui. Mais pour le coup, l'enjeu, c'est justement le pic du Midi d'Osso, c'est un peu trop local. C'est pour ça que toute notre gamme craft ou la gamme fruitée a complètement cassé les codes. Ouais, celle qui justement, tu disais tout à l'heure, au national, a plus de susceptibilité de se vendre loin. Et ne parle absolument pas du régionalisme pour le coup. Ok. C'est quand tu regardes Burning, ça s'appelle déjà, c'est écrit en anglais. Pourquoi écrire en anglais alors que c'est béarnais, tu vois? Ouais. Donc ça s'appelle Burning Man, c'est Black Pepper Edition, et le seul moment où tu peux voir que c'est béarnais, c'est quand tu vois le code embouteilleur où il y a écrit 64 quoi. Et encore si tu connais les codes postaux, sinon tu ne sais pas. Parce que l'ambition là n'est pas de dire on fait un produit de terroir, on fait plus un produit d'expérience, expérimental quoi. Je reviens un peu sur nos amis beer geeks. Ouais. Parce qu'on dit que les beer geeks sont très peu générateurs de volume, mais par contre très influents sur l'image. Est-ce que tu penses que quand on est une brasserie justement régionale, on a besoin de l'influence du beer geek pour rayonner? Est-ce qu'on passe par d'autres canaux? En tout cas, nous, on est monté à 4000 hectos et pour le coup, le beer geek ou l'influence beer geek nous a pas vraiment aidé parce qu'on n'a pas les produits adaptés. Donc je pense qu'il y a de la place pour le faire. En local, clairement, parce que pour le coup, le beer geek, si tu veux, il était déjà haut en connaissance et en exigence. Donc il reste haut en connaissance et en exigence. Les modes changent peut-être un peu, donc il varie un peu ses exigences et ses demandes. Mais à côté de ça, tu as le consommateur lambda qui a commencé par boire de la triple K, voilà, qui en a marre un peu des Belges, qui passe à des blondes de soif locales, qui en a un peu marre des blondes de soif locales, et qui monte un peu comme ça, qui sera forcément peut-être jamais un beer geek, mais qui a envie de varier les plaisirs. Et c'est ce consommateur-là que tu touches avec notre gamme craft, c'est de lui dire, t'es pas dans du tradi, mais t'es pas non plus dans des monstres des expérimentaux qui peuvent te faire peur peut-être aussi. Hein. Du coup, est-ce que c'est pour toi un moyen d'aller... garder un intérêt, enfin susciter un intérêt chez le consommateur un minimum averti, sans pour autant aller perdre le consommateur néophyte, de du coup faire évoluer sur une gamme un peu différente? C'est exactement ça. En fait, on essaie de faire évoluer le consommateur avec nous, quoi. C'est-à-dire qu'on commence par des trades, ensuite on monte sur des produits un peu plus atypiques. On peut l'amener justement sur des. Là, il y a un grey pale qui fermente. Pour le coup, pour avoir fait les tests l'année dernière, c'est quand même plus atypique que ce qu'on a aujourd'hui dans la gamme, mais c'est pareil, on va le travailler d'une manière que on perde pas le consommateur avec cette déguste quoi. Je pense qu'il faut amener le consommateur vers là où entre guillemets vers là où on veut aller avec lui. Et aujourd'hui, nous on veut aller, c'est pas de complexe déjà. Donc tu vois, j'ai pas peur de mettre bière blonde, bière blanche sur mes étiquettes. Je sais que la plupart vont te dire c'est une aberration, c'est une bière de blé. Alors on met bière blanche parce qu'il y a le consommateur lambda qui capte rien, qui a besoin d'entendre ça. Et après on va mettre American Wheat Ale ou Wheat ou Weizenbier, tu vois. On va donner les styles et on va donner les maltes, on va donner houblon pour qu'il comprenne. On va lui expliquer un profil sur l'étiquette, on va expliquer tout ça. Mais je pense il y a un côté complexification de l'offre sur le côté geek, qui malheureusement perd une grosse partie de la masse alors qu'on pourrait juste monter tous ensemble, petit à petit,
des steps de déguste Bien sûr. et pour arriver peut-être un jour à 100% de geek, quoi. Et justement, alors ce consommateur néophyte, comment tu arrives à le faire monter en step? Est-ce que tu comptes sur le fait que il est venu goûter ta GoldenEye, il a trouvé ça sympa, il veut découvrir le reste de la gamme et potentiellement du coup il va aller partir sur la Lager Clémentine ou sur la DDH IPA, ou est-ce qu'il y a quand même derrière une démarche de la part de la brasserie un peu plus pédagogique, d'accompagnement Mais en fait, on déroule. C'est-à-dire que déjà, on essaye. Je dis bien, on essaye de catégoriser toutes nos bières par catégorie. Genre, toutes les bières blanches, elles vont systématiquement avoir écrit bière blanche. Et dedans, le mec, il va avoir des catégories houblonnées, donc l'American Wheat Ale qui est un peu plus houblonné. Donc on va noter qu'il y a un peu plus d'amertume. On essaie de les éduquer. Et au fur et à mesure dans les gammes, forcément, on monte entre guillemets en pression. C'est-à-dire que tu commences avec une APA hyper caramel. Tu passes à une American IPA encore caramel, mais avec un côté résineux assez puissant. Et ensuite, si tu vas dans le craft, tu peux aller chercher des choses un peu plus sèches sur des sessions IPA ou sur des DDH IPA où tu vas avoir vraiment beaucoup plus aromatique. Mais ça, on le communique. C'est-à-dire que tu as des profils écrits sur toutes les bières pour que les gens ne soient pas perdus, quoi. Ouais, d'accord. Et je reviens sur le côté où je parlais de l'image forte sur les brasseries craft. Ouais. Est-ce que tu penses que justement sur une brasserie plutôt à ampleur locale, régionale, on peut aussi aller chercher justement une image forte, une notoriété importante? Alors, peut-être pas forcément pour un même public, hein, parce que comme tu le disais, le geek qui ne s'est pas intéressé, mais est-ce que tu penses que, en fait, moi je pose la question en sachant pertinemment la réponse, parce si on revient aux voisins basques, on sait très bien que quand il y a notamment une fierté locale, construire une image sur quelque chose c'est facile, ou du moins c'est important. Mais du coup, de ton côté, tu penses que c'est quelque chose qui peut être en tout cas nécessaire à toute brasserie locale, régionale, d'essayer d'aller construire une notoriété, une image, presque une fierté locale en fait? Est-ce que c'est nécessaire pour aller vendre tu vois? Je pense que alors, en vrai, c'est la facilité. C'est-à-dire que tu vas retrouver des points de vente qui ne sont pas experts en bière et qui vont te vendre que parce que tu es le local. Si le local est plus simplifié, le message est simplifié sur l'étiquette, ça simplifie quand même les ventes, quoi. Je ne vais pas te mentir que quand tu es en haut sur le chemin du Pic du Midi, sur la route du Pic du Midi d'Ossau et que tu as le touriste parisien qui vient et qui veut acheter des bières locales, c'est quand même plus facile pour lui d'acheter une bière où il y a une montagne dessus qu'une bière où il n'y a pas de montagne dessus. C'est con, hein, mais... Oui. Alors, je dis pas qu'on l'a fait que pour ça. Nous, on l'a fait aussi pour le côté... mais justement, on en parlait, fierté béarnaise, tu vois. Oui, parce qu'on est on est très proche du Pays Basque, mais... C'est un peu là où je voulais en venir avec la question. C'est plus que jouer sur l'imagerie de la brasserie sur l'étiquette, et donc, comme tu disais, qui peut s'impacter sur la vente bière image locale aux touristes, mais moi je parle vraiment du local. Est-ce que du coup tu peux créer une fierté de nous on a la brasserie d'Ossau chez nous mais c'est l'ambition, mais est-ce que tu penses que ça c'est une importance pour faire prospérer une brasserie dans son territoire local, ou est-ce que je suis là, je fais ma bière, qu'elle soit la fierté locale ou pas, tant que je la vends, ça... Non, moi je pense que t'es obligé. Enfin, il y a un moment... Je dis pas qu'il faut être fier de ce qu'on fait, mais si, clair. Il y a un moment où on se lève tous les jours pour faire rayonner ça, quoi. C'est-à-dire qu'on vit au saut. Donc à partir de là, tu peux pas te dire c'est juste de l'opportunisme pour faire... J'ose espérer qu'il y a plein de brasseurs qui se sont montés et tout en conscience qu'ils ne seraient pas multimillionnaires à la fin, tu vois. Donc tu fais pas ça juste pour prendre du cash. Parce que vu les investissements qu'il faut faire pour pouvoir... tu es en constant investissement, en constant réinvestissement. Donc c'est pas là où tu deviens multimillionnaire. Hein. Dans 20 ans, quand tu vends, peut-être, mais en attendant, pendant 20 ans, il faut créer la fierté, quoi. Et cet ADN que tu vas créer, nous, l'ADN qu'on a créé, c'est ce qui fait que tu as des clients qui nous appellent aujourd'hui, des prospects qui nous appellent aujourd'hui en disant c'est vous Osso, j'ai goûté, j'adore ce que vous faites, j'ai vu votre Insta, j'adore ce que vous faites, j'adore les valeurs. Et je pense qu'aujourd'hui, pour lutter justement contre cette concurrence sur les brasseries Indus et tout, ça se joue même pas sur le produit, ça se joue sur les valeurs que tu défends. C'est-à-dire que est-ce que tu défends le fait de choisir des bons ingrédients? Il n'a pas goûté, le mec. Tu vois, il l'a pas goûté, mais il sait que t'as décidé, parce que tu l'as expliqué dans des vidéos, tu as décidé de pas renier sur la quantité de malt que tu mets pour aller chercher de la matière, de la sucrosité, de la rondeur. S'il le voit ça, le commerce il se fait là.
Il se fait avant même de la dégustation. Et après, la dégustation est là pour confirmer son choix déjà. Ouais, donc tu parles là aussi du coup d'une vraie importance d'avoir une démarche, donc d'avoir une démarche et de l'assumer au bout, de l'expliquer, parce que alors je sais pas si on va peut-être pas citer de nom, je voulais peut-être pas qu'on le cite, on en a un peu évoqué tout à l'heure. Si on retourne chez les Basques, il y a des brasseries qui savent très bien faire de la bière à l'image basque, produite au Pays Basque, pour autant avec un industriel derrière. Ouais. Mais là, on est outre ce côté peut-être de défense de valeurs et compagnie. Et encore que je sais même pas, je connais même pas leur manière de faire. Je sais pas parce qu'il y a un indus derrière que la production a changé. Mais c'est ce que je te disais aussi. C'est je sais que je vais me faire décrier, mais c'est pas grave. Il faut pas diaboliser ces grosses brasseries. Enfin, moi aujourd'hui, cette brasserie basque qui fait des volumes importants, quand je goûte son IPA, je la trouve très bonne. Elle est très bien faite, elle est nickel, et surtout tout le temps nickel. Tu vois, on peut parler de tout, mais en attendant, il y a des fiabilités. Faut pas s'asseoir dessus, quoi. C'est nickel. Après, est-ce que c'est pas sur ça qu'on va jouer? On va pas dire on est meilleur, on fait mieux. On va dire on fait différent. Goûter, il y a une structure de bouche qui est différente. Il y a une volonté de faire qui est différente. Il y a des engagements qui sont différents. Tu sais, aujourd'hui, le bio peut apporter un impact, quoi. Les gens se disent t'es bio, tes maltes sont français, tes houblons viennent de 20 km à côté. Bon, il y a quand même un argumentaire qui fait que derrière, ça peut trancher, quoi. Et en plus, t'essaies d'être positionné au même prix, quoi. Là, t'as tout gagné. Et puis, mine de rien, on est quand même dans une... Moi, je l'ai vécu pendant le Covid. Ça, je t'ai expliqué, on avait une société de distribution de bière. On est passé on explose, on fait des rayons de beaucoup de caves en France. Tu comprends, il y a 50 brasseries en Bretagne et j'ai plus besoin de toi. Mais je le comprends, ça. Ils sont à 20 km de chez toi, si tu les as pas, t'es pas bon. Et c'est exactement ce qu'on vit ici. Les gens, ils ont envie de pouvoir défendre des artisans locaux, des producteurs locaux, des produits locaux, parce qu'ils savent que quand ils achètent cette bière, en fait, ils font vivre aussi les piments, ils font vivre aussi le producteur de raisin, ils font vivre aussi la houblonnière. Enfin, voilà, il y a cet engagement auprès régional qui est de plus en plus important. Je m'étais noté, moi, un dernier axe à évoquer, et on en revient encore et toujours à nos amis les geeks, puisque je m'étais demandé si une brasserie, donc une petite brasserie, pouvait jouer sur 2 terrains en même temps. Et par là, j'entends, est-ce qu'on peut aller séduire un public plus traditionnel et néophyte, et en même temps aller toucher un public plus geek. Je sais que ça commence à se faire chez pas mal de brasseries, on va dire geeks, qui elles ont un peu du coup le chemin inverse, ont commencé à faire des gros snipers, ont vendu des gros snipers à des geeks pendant un bout de temps, ont commencé à grossir en volume jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que la niche geek est pas extensible et que si tu veux continuer à vendre plus de volume, il faut peut-être avoir des bières plus accessibles. Et il y a des exemples qui me viennent en tête comme ça, mais on prend Popin qui a longtemps fait que des éphémères et avait leur en première et seule bière permanente, leur American Pale Ale Icona. Après, ils ont sorti une deuxième permanente, Icona IPA, pour répondre du coup justement aux besoins de permanent chez les geeks. Et enfin, ont sorti une Pils au Saz ultra tradi. À côté de ça, on a Piggy qui, pareil, avait un peu le même schéma et qui a sorti une gamme permanente assez geek dans un premier temps avec de la NEIPA, de l'American Wheat Ale et ainsi de suite, et qui maintenant a sorti une nouvelle, la Pig IPA, qui est une IPA beaucoup plus IPA dans ce que le grand public pense de l'IPA. Et je vois que ça se fait de plus en plus sur ces brasseries plutôt geek d'origine. Maintenant, est-ce que le chemin est... Alors, j'imagine que pour eux, d'ailleurs, le chemin est pas si facile que ça, parce que c'est facile de sortir une Pils, c'est difficile après peut-être d'aller trouver le public pour te l'acheter quand t'as été longtemps la coqueluche des geeks. Mais est-ce que dans l'autre sens, ça marche aussi quand t'es une brasserie qui était très ancrée sur le territoire régional, avec des styles un peu plus tradis, de dire, est-ce que je peux faire cohabiter ça et un jour sortir une nouvelle gamme, Canette 44, de bière pour geeks? Alors, j'ai envie de dire plein de choses là. Premier truc, par rapport à ce que tu disais, les brasseries classées geek, qui se mettent à faire des blondes de soif ou des choses comme ça, pour moi c'est dans l'ordre des choses. Je suis pas sûr qu'elles ont du mal à le vendre. Je pense que c'est lié à une force de marque qui est importante et des restaurants, bars généralistes qui aimeraient avoir ce genre de produit mais trop cher pour eux. Et vous pas leur prendre leur double NEIPA non plus. Exactement. Et puis parce que
Ça trop répond pas aux cher attentes par publiques rapport à aussi. ce qu'ils veulent faire, et 2, parce que le consommateur, S'en fout. c'est pas forcément sa cible. Ouais. Et tu peux avoir du Popin pour moins cher, et tant mieux, et c'est super, parce que c'est une indus de moins sur un bec. Ouais. Donc tant mieux. Par contre, dans l'autre sens, je suis pas sûr que ça marche, parce qu'il y a quand même un frein qui est relativement important. On en a parlé un peu tout à l'heure. Je pense que c'est plus facile de démarrer de zéro, de sortir des gros barley wine, des gros Amstout, et d'aller les mettre sur un tap et de prendre des 4,5, 4,6, 4, enfin, à mon avis 4,7, t'as un plafond de verre, mais de prendre des grosses marques, des grosses notes là-dessus, de faire une hype énorme. Ça me rappelle une certaine brasserie française qui s'était bien lancée comme ça, et ensuite tu déroules avec le reste, mais ta hype elle est faite. Ouais. Plutôt que d'arriver. Enfin, moi aujourd'hui, tu prends mon tap sur Brasserie Osso, j'ai 3,4 de moyenne, quoi. Ouais. Mais en même temps, parce que quand t'es goûté par un geek et qui goûte ta blonde, le mec il te met nul, 0. Et En puis, même temps, ouais, que le geek, désolé, j'ai pas assez de houblon. Mais c'est pas grave, c'est pas fait pour lui. Et même le geek qui va goûter une blonde, une lager ou une pale ale tradie mais ultra bien faite, même si elle est bien faite, il lui mettra jamais plus de 3,5 parce que pour lui le style ne vaut pas plus, quoi. Ouais, ce qu'il mérite, c'est des bières qui sont fortes en alcool, fortes en sucre, fortes en houblon, mais pas Et c'est méga triste parce qu'en vrai, pourquoi il n'y a pas des lagers qui sont à 5 sur 5, quoi. Enfin, il y a un moment, si ta lager elle est crispy parfaite. C'est un peu le cliché du Untapped avec le geek qui boit une lager qui dit lager perfect lager 3,5. Ouais, voilà, c'est ça. Tu notes par rapport à ton goût, pas par rapport à un style, quoi. C'est ça qui est un peu. Bon, après, c'est encore un autre débat, Untapped, mais je pense vraiment que démarrer entre guillemets avec les casseroles, par exemple, qu'on a nous sur Untapped, les mecs qui n'ont pas compris les bières ou qui te notent des Belges en disant c'est trop sucré, c'est trop rond, c'est c'est une triple, quoi. S'il arrive en cave et qu'il se dit tiens, une canette 44 de double Neipa Osso, il regarde Untapped, c'est une brasserie qui a 3,4. Ouais. Je prends pas. Si c'est un acheteur d'étiquette. Il aura même pas essayé de comprendre la démarche derrière ou l'histoire de la brasserie, donc oui. Mais de la même manière, puisqu'on parle un peu de distribution, clairement, ma brasserie, je vais taper aux portes des distributeurs un peu geeks, spécialisés. Ils vont me dire qu'est-ce que tu fous là, quoi. Même si je leur amène des 44 de fou, ils vont me dire mec, t'as pas ce positionnement là, t'as pas cette hype là, c'est trop dur à lancer en vrai. C'est méga fermé comme milieu en vrai. Pour cette hype là, elle a fonctionné il y a quelques années. Aujourd'hui, une nouvelle brasserie qui aurait des ambitions un peu volumiques pour rentrer sur ce segment geek, faut qu'elle s'accroche. Et j'ose espérer qu'il y en aura d'autres, parce qu'en plus, parce que pour le coup, je voudrais pas non plus que je paraisse comme le mec anti-geek et tout. Ça stimule énormément. Moi, je suis admiratif. Ça stimule la créativité, ça stimule les styles de recettes, ça fait évoluer tous les profils de bière. C'est trop bien. C'est juste qu'en tant que derrière brasseur pro, tu t'es obligé de prendre un peu de réserve par rapport à ça et te dire qu'est-ce que je suis là-dedans et qu'est-ce que je suis capable de faire et pas faire. Et de toute façon, je pense qu'on va... Alors moi, j'ai un peu fait le tour de ce que j'avais préparé. Je sais pas si toi, il y a d'autres sujets que tu voudras évoquer ou creuser après, mais en début de conclusion, j'en viendrai surtout à dire qu'en fait, rien n'est binaire et on n'est pas sur un marché où soit tu bois de la Heineken, soit tu bois des double Neipa. Il y a cet entre-deux qui existe et qui a parfaitement sa place. Et d'ailleurs, ça se voit parce que, mine de rien, il y a quand même un nombre de brasseries, on le disait tout à l'heure en France, important, et toutes ne sont pas des brasseries craft et geek. Ce marché de bière locale, artisanale, bien faite, et qui s'adresse à une audience peut-être plus de masse, pour moi, parfaitement sa place, sa légitimité à exister, et n'est pas à mettre en compétition, en comparaison avec soit d'un côté les indus, soit de l'autre côté les geeks. Au final, il y a une évolution et une couverture totale du marché où tout a sa place. Je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'il faut pas se fermer, en fait. C'est juste ça. T'as de l'ultra spécialisé, tant mieux. Et t'as des gens qui ont envie de pouvoir répondre un peu à tout le monde et de pouvoir adapter les styles à tout le monde, tant mieux aussi, quoi. Et chacun apporte en plus sa pierre à l'édifice. Au final, tu disais tout à l'heure, on a tendance à un peu diaboliser les industriels. En attendant, les industriels, s'ils font les bières qu'ils font, c'est parce qu'ils ont certes des procédés et des machineries qui leur permettent de faire ce qu'ils font, mais aussi parce qu'ils ont une rigueur, des process qui leur permettent de faire des bonnes bières. Et on le voit, il y a certaines personnalités du milieu brassicole craft qui sont issues d'anciennes brasseries, qui étaient anciennement dans des brasseries
industriels, on voit qu'ils commencent leur vie dans la craft avec un bagage technique et qualité, en tout cas qualité qui est incomparable. Et d'un autre côté, si on regarde un peu le marché de la bière en France actuellement, ou dans le monde entier, mais en France, si une grande majorité des consommateurs de bière maintenant savent ce que c'est une IPA, c'est aussi parce que les geeks et les brasseries geeks ont réussi à réintroduire ce style-là chez nous à un tel point, c'est un point qui a pris une telle ampleur que tout le monde s'y est intéressé. Tout à fait. Les industriels évidemment, et même les Belges qui ont toujours été ultra tradis et compagnie, qui, je pense, il y a encore 3-4 ans, disaient oui, l'IPA c'est un effet de mode, ça prendra jamais. Ouais. Ils sont tous là en train de se dire, bon, maintenant il faut que je sorte une bière houblonnée, il faut une IPA, comment on fait ? Ouais, c'est clair. Donc tout le monde cohabite, tout le monde apporte sa bière à l'édifice. Tiens, c'est ça, la bière à l'édifice. Et en vrai, dans la mesure où tu es cohérent avec ce que tu veux faire et avec la promesse que tu fais aux buveurs de bière, peu importe le buveur de bière, il y a de la place. Et en vrai, tu vois, nous, on a 2 ans, on va taper 4000 hectos et on n'est pas geek et on n'est pas hype, on n'est pas dans la hype du tout, mais il y a de la place. Vous êtes arrivé sur le marché avec... Et on a des diffuseurs en face. Avec des bières qui répondaient aussi aux attentes de consommateurs. Enfin, vous avez ciblé les bons consommateurs et vous avez répondu aux bonnes attentes, en fait. C'est ça. Et on a essayé de tenir nos promesses, c'est-à-dire quand même des bières accessibles qui peuvent apporter de la diversité, mais qui sont ouvertes à tous. Et j'aimerais permettre une petite digression sur la dernière question sur est-ce qu'on peut jouer sur les 2 tableaux. Ouais. Et en effet, avec un peu de réflexion là pendant qu'on parlait, c'est qu'en effet, un consommateur qui veut de la craft, le geek, il n'a pas d'attachement ou de notion à la régionalité de la bière ou à son origine. Une petite brasserie peut se monter, faire 500 hectos en Nouvelle-Aquitaine. Si le consommateur il est en Bretagne ou si il est en Alsace, il arrivera à trouver la bière et à la consommer. Tout à fait. C'est des bières qui se distribuent en tout cas plus facilement nationalement, aussi parce que il n'y a pas une grosse masse concentrée à un endroit donné de consommateurs craft, alors que l'inverse est plus compliqué. Et pas nécessaire d'ailleurs. Ouais, mais chez lui c'est plus compliqué, tu vois. Oui. C'est-à-dire que toi, tu y a des mecs, tu arrives à faire comme disait 4000 hectos en 2 ans. C'est parce que tu réponds aussi à une demande locale. Ouais, c'est ça. Et parce que c'est aussi une question d'ambition. Je veux dire, on n'est pas obligé de tous faire 10 000 hectos pour être heureux, tu vois. Moi-même, je me pose des questions sur ça, tu vois, sur le développement et jusqu'où il faut aller. Est-ce qu'il faut vraiment aller chercher la stratosphère, tu vois ? Ce que j'allais te demander, c'est quoi les ambitions pour la suite, du coup ? Aucune idée. Aujourd'hui... Est-ce que t'es... Non, aujourd'hui... Tu veux que je sois franc, quand on a démarré et quand on est allé voir les financeurs, nos amis banquiers, je leur ai dit la première année, c'est un mathématicien un peu, la première année on fera 1600 hectos, la deuxième année 1700 hectos, tu sais pas où tu peux aller, quoi. Mais on s'était dit on va remplir un trou au démarrage, donc forcément on va faire quelques 1000-1500 hectos au démarrage, et ensuite on aura une progression. Une fois que tu as rempli le trou vers un peu une clientèle qui était dans le besoin. Après, c'est à toi d'aller chercher d'autres clients. On s'était dit pour ensuite remplir, ça sera plus compliqué. Au final, on est allé plus vite que prévu. Après, il y a quand même des sons de cloche sur la filière qui sont complexes. Sure. Nous, on n'est pas très impacté aujourd'hui, tant mieux. Je touche du bois, la table est en bois. Mais quand même, donc faut être prudent. Et je pense qu'il faut encore une fois rester en accord avec ce qu'on veut faire, c'est-à-dire pas partir en live et aller chercher des marchés entre guillemets des marchés à la con pour faire du volume et pour exploser ta brasserie et qui enlèverait tout l'ADN, tout le squelette de ta brasserie, quoi. Parfait. Voilà. Et donc là, tu me dis 4000 hectos, l'année prochaine c'est quoi ? L'année prochaine, si on n'est pas trop mauvais en estimation, on devrait être dans les 4007-4008. Et après, il y a une ambition du coup moyen-long terme où c'est la lune. Non, je rigole. Non, c'est là où le marché te portera. Ouais, mais l'idée c'est ça, c'est de suivre, c'est d'essayer de suivre le marché. Nous, on a monté cette brasserie aussi pas par passion du brassage de la bière, tu vois. On a monté cette brasserie par passion du partage de la bière. C'est différent. C'est-à-dire que moi, quand je fais une bière, je la fais pas que pour moi. Il y a plein de brasseurs qui sont comme moi. Je dis, c'est pas exceptionnel ce que je dis. Mais donc du coup, je m'empêche pas demain de faire une bière de soif à 4. D'ailleurs, elle va bientôt sortir. Je dis ça, mais à 4,6 degrés, hyper légère, pour répondre à mes clubs de rugby à côté de chez moi qui veulent une bière facile à boire, pas prise de tête, mais qui la veulent locale.
Merde, il faut répondre à ça, tu vois. Bien sûr. Faut pas dire non, moi je fais des trucs plus compliqués que ça, tu vois. Non, faut répondre. Donc et on sait pas où ça va nous mener tout ça. Donc aujourd'hui, non, on a une vision, on sait à peu près où on sera, on sait à peu près jusqu'où on peut aller avec l'outil qu'on a. Il y a aussi des notions de place. Tu as vu quand même, on commence à être à l'étroit. Si demain on doit grossir plus que ce qu'on a en capacité, il y a déménagement. Voilà, il y a des enjeux qui, sur du moyen terme qui sont importants. Mais non, on ira au rythme que le marché nous amènera, au rythme des créations que l'on aura, au rythme des succès que l'on aura. Mais je peux pas te dire, non, on vise pas 30 000 hectos dans 3 ans, c'est pas ça l'ambition, tu vois. On n'y est pas. Et puis on a une croissance naturelle aujourd'hui. On a une croissance qui se fait petit compte par petit compte. Promesse par promesse, et c'est comme ça qu'on pense durer, en tout cas. Et si jamais on doit sortir nos boules de cristal, jouer au Madame Irma, comment tu vois l'avenir des brasseries locales, régionales? Est-ce qu'on va tendre plutôt à plusieurs petites brasseries de 5, 10, 15, 20 000 hectos qui vont couvrir un secteur, sur une agglomération ou sur un département, ou est-ce qu'on va plus tendre vers les petites brasseries de 195 000 hectos qui couvrent un département, enfin une région entière? J'ose espérer que ça sera plein de brasseries de 5-6 000 hectos qui seront partout en France pour la diversification, tu vois. Parce que mine de rien, tu vois, on a des concurrents sur le secteur, on a des brasseries concurrentes sur le secteur, mais je suis ravi, tu vois. Ils apportent des complémentarités par rapport à nos gammes, ils apportent autre chose, une autre vision de la bière qui nous permet de nous remettre en question des fois, tu vois. Tu dis putain, ils ont sorti ça, c'est quand même très très bon. Pourquoi ils ont fait ça, comment ils ont fait et tout. C'est hyper stimulant. Si l'histoire doit se répéter une énième fois, à savoir la filière explose, on se retrouve avec des conglomérats de groupes qui font 20 000 hectos, et à la fin, dans 50 ans, il reste plus que 3 gros faiseurs qui sont propriétaires de tout. Je me dis que j'espère que les Américains trouveront une autre révolution craft d'ici là, quoi, tu vois. Ouais. Ce serait un peu triste, mais j'ai pas l'impression que c'est vers ça qu'on tend. Je le souhaite pas non plus. En tout cas, je le souhaite pas, c'est clair. Oui. Ouais, ça me ferait mal. C'est à ma passion, à mon métier, ça ferait mal à plein de choses. C'est ça j'aurais mal à ma France, quoi. Et Florian, moi j'ai fait un peu le tour. Je sais pas si toi tu voulais rajouter des choses qui te tiennent à cœur, que j'aurais négligé, oublié. Non. Je tiens juste à rassurer tous les auditeurs, parce que je vais m'écouter aussi dans ce podcast comme j'écoute tous les podcasts. On a fait un focus un peu business. Je sais parler bière aussi. Je précise, il y avait vraiment une thématique. Allez, parlons bière un peu pour finir. Ouais, si tu veux, parce que c'est vrai qu'au final, on a beaucoup parlé d'Istrie et tout. C'est un sujet qui me passionne, parce que je sais qu'il y a beaucoup de brasseries avec qui je discute. En fait, ils font la bière, et en fait, le mal nécessaire, c'est le commerce. Pour le coup, nous, on a cette chance, c'est qu'on a des passions bière et on a des passions stratégie commerciale et tout. Et moi, je suis entre les deux. J'essaie de piloter ça. C'est pour ça que sur la créativité des bières, si on fait un rapport psy, je suis plutôt créatif. J'aime pas trop les process. Je suis plutôt dans le côté qu'est-ce qu'on va faire comme nouvelle bière et tout. Ça casse un peu les couilles derrière au brasseur quand ils me disent mec, t'en as déjà 25. Calme-toi, poulet. Mais je suis plutôt là-dedans. Donc c'est vrai qu'on a parlé beaucoup commerce, après c'était cette thématique-là, mais la vérité c'est quand même que si tu sors déjà un produit de base qui est très, très bon, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, quoi. Enfin, je pense que le nerf de la guerre, ça reste le produit, quoi. Par rapport à tes 25 bières permanentes, pardon, tu gardes quand même un peu de place pour une éphémère de temps en temps, ou une saisonnière, ou une bière qui peut varier un peu, ou c'est quelque chose que maintenant tu dis c'est bon, j'ai 25 bières permanentes à tenir, on arrête les bêtises. C'est pas qu'on se l'interdit, mais dans les faits, on a essayé de faire des éphémères. Mais pour faire des éphémères, il faut avoir une cible de clients qui est capable d'avaler de l'éphémère. Ouais, ce que tu disais tout à l'heure. Et le problème, c'est que, tu vois, nous, on envoie notre catalogue, c'est tout con, on envoie notre catalogue qui est papier, donc figé à l'année, à un caviste qui est à Dijon, avec qui j'aurais peut-être plus d'échanges d'ici là, à part des rappels ou des choses comme ça.
Si on envoie un mail avec les nouveautés, le mec il le voit pas, le mec pense pas à les prendre, le mec a passé sa commande 15 jours avant, donc il n'en a plus besoin pendant 6 mois. Et en fait, si tu veux, c'est très compliqué la mise en place d'éphémères pour nous. Je dis, il y a des brasseries qui ont des modèles qui sont voués à ça, avec une distribution qui est adaptée à ça, et ça marche très bien, et je les admire, parce que j'adorerais le faire. J'adorerais faire de l'éphémère. Aujourd'hui, je m'en sens pas forcément capable. Après, c'est une question de personnalité peut-être aussi. Je suis peut-être pas assez stimulant dans mes coms, c'est possible. Par contre, on essaie de jongler un peu, tu vois, sur des recettes. C'est pas des éphémères, mais c'est des évolutions qu'on fait chaque année, tu vois. C'est ce que je te disais tout à l'heure. On va changer des épices, on va changer des recettes complètes. Quand tu parlais de ta triple au poivre. Là, on va passer sur Timut. C'est le 4e qu'on sort. Ok, voilà. Ça. Oui, donc il y a quand même une sorte il y a une vraie éphéméralité dans la permanente. Dans un cadre de permanente. On a une triple au poivre, et le poivre peut varier d'une saison à l'autre. Après, le truc, c'est que on a 3 ans, on a sorti 25 recettes. Bon, même si c'est pas des éphémères, en fait, il y a eu un gros boulot de développement. Donc, on n'aurait pas eu le temps, tu vois, de développer des recettes éphémères, alors qu'on était en train de développer 5-6 produits pour l'année d'après, quoi. Enfin, quand on a sorti la gamme Craft, on a sorti tout le 1er février, toute la gamme Craft était prête, et c'est 9 produits qui sont sortis. Et alors, je sais pas comment c'est les autres, mais nous, c'est de la pico, c'est 6 mois de pico pour trouver une recette. Enfin, il y a du taf derrière, quoi. Donc, du coup, forcément que pendant que tu développes une gamme entière pour l'année prochaine, tu peux pas créer une recette éphémère pour dans 2 mois, quoi. Je comprends. C'est une façon de faire. Ouais, bien sûr. Dans ta gamme actuelle de 25 bières, est-ce que tu en aurais une, péché mignon, t'as ton petit coup de cœur? Ouais, c'est une blanche brassée avec bière de blé. Bière de blé, c'est Anki Panky. C'est une bière de blé avec un peu d'avoine, brassée avec de la purée de citron jaune, donc pulpe et écorce. Et en fait, c'est un peu mon péché mignon parce que on a développé cette recette. Le brief de la recette, quand on a travaillé sur la recette, c'était de dire il fait 40 degrés dehors. T'as pas envie d'une bière, t'as juste envie d'un purée de citron parce que t'as besoin de te désoiffer. Donc il faut qu'au nez et en bouche, t'aies ces sentiments, tu vois, de ah putain, ça fait du bien, tu vois. Ah ouais. Et en fait, c'est une de mes bières préf parce que justement, très léger, je crois que ça fait 4,5 de mémoire, et très désaltérant. Et en plus, ça a été un succès parce que pour le coup, c'est ta volonté de le faire au démarrage, ton idée en te disant. Mais pareil, t'es tout seul à pas boire de bière quand il fait 40 degrés, tu sais, t'en sais rien. Et au final, ça a bien marché, on l'a sorti en pression, on a des affaires qui les prennent en pression, et en pression, c'est encore mieux, quoi. C'est ultra frais, quoi. Donc ça, ouais, c'est pas mal. Et sur cette bière-là, si je dis pas de bêtises, on sort un peu du coup de la gamme Tradi. Ah, t'es craft, là. T'es dans la gamme craft. Okay. Ouais, tout à fait. Parce que justement... et malgré tout, tu arrives à toucher une cible qui n'est pas initialement une cible craft. Ah, mais clairement. Là, en fait... ça, c'est l'histoire du marketing. C'est-à-dire que quand tu crées ton produit, quand tu crées ta gamme craft la 2e année, parce qu'il faut bien comprendre qu'on a 25 rêves, donc on a sorti 6 la première année, on était à 15 la 2e année, et ensuite on a fait évoluer, quoi. Et donc quand on a créé cette bière-là, clairement une bière avec 80 kg ou 100 kg de purée de citron à l'intérieur, on se disait c'est quand même très marqué, tu peux pas le mettre dans la gamme trad, donc tu vas le mettre dans la gamme craft. Ce qui était logique, c'est pas non plus une gamme geek, hein. C'est une gamme alternative aux bières tradies qui évolue un peu. Et puis 2 ans après, on a sorti Bisou Câlin, qui est une gamme plus portée sur les fruits. Clairement, elle aurait dû s'appeler Bisou Câlin citron, ou je sais pas comment le rappeler. Mais l'histoire fait qu'elle est là-dedans. Et le truc, c'est que comme elle marche trop bien, c'est ce que je te disais, c'est un problème de riche. Si elle marchait pas bien, on aurait pu la relancer en se disant on change un truc et on la relance avec dans la bonne gamme. Mais clairement, aujourd'hui, on peut pas l'enlever. Elle marche trop bien. Tant mieux. Elle marche trop bien, tant mieux. C'est ça. Bah super. Est-ce que c'est bon pour toi? C'est bon, j'espère qu'on a fait le tour un peu de toute la disprix. Je pense que j'aurais pas appris grand-chose aux brasseurs, mais ça peut éclairer peut-être justement les geeks qui peuvent comprendre que il y a des résistants qui existent entre les deux catégories. Oui, et c'est surtout, je pense qu'il y a une... Si nos amis geeks nous écoutent, et j'ai l'impression qu'il peut y avoir souvent une sorte de méfiance envers des brasseries artisanales locales qui font des bières plutôt tradies, où le geek se dit
Allez, c'est encore une bière qui fait une brasserie qui fait de la bière de couleur. Ça va pas être bon et compagnie. En fait, on connaît les geeks et ils ont beaucoup de préjugés pour certains sur notamment ces sujets-là. Pour autant, voilà, si ça peut intéresser certains justement à se réintéresser à cette brasserie-là, à boire ce qui se fait autour de chez eux. Achetez 10 bouteilles et goûtez-les à l'aveugle. Pas de prise, mais vous y foutez des brasseries que vous connaissez déjà et d'autres brasseries que vous connaissez pas, et vous jugez le produit, quoi. Pas l'étiquette, pas le concept, pas la brasserie, pas l'image. Et mine de rien, quand on s'autorise à boire autre chose que des Imperial Stout ou des Pastry Sour ou des double NEIPA, et qu'on se dit j'ai envie de boire une petite bière, une Weissbier au citron ou une je ne sais quoi, et qu'on va s'intéresser à ce que font les brasseries locales, parfois on peut tomber sur les petites pépites. Et ce truc, j'ose espérer. C'est pas parce qu'on ne fait pas de double NEIPA qu'on sait pas faire de bière, quoi. C'est ça, exactement. Et puis la bière, c'est pas la double NEIPA. La double NEIPA, c'est une partie de la bière. Et on finit par l'oublier un peu, ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Si tu fais pas d'Amstout, t'existes pas. Bon, c'est possible que oui. Enfin, on a des amis allemands à côté qui n'en font pas forcément, ou qui n'en font pas depuis, voilà, et qui existent un peu plus que nous, petits brasseurs. Faut pas oublier d'où on vient et quelques millions d'hectolitres. Il faut pas. Ouais, mais même, tu vois, sans faire de quelques millions d'hectolitres, on importe une brasserie, parce que j'ai toujours cette petite activité de distribution, brasserie Hirsch, qui est à Wurmlingen, qui est en frontière alsacienne. Bon, mais c'est une brasserie qui fait 100 000 hectos. C'est une petite brasserie en Allemagne. C'est une très petite brasserie en Allemagne. Voilà. Bon, peut-être qu'ils ont évolué, qu'ils sont un peu plus maintenant, mais voilà, ils ont des styles sur la buvabilité, en 50, enfin classique, quoi. Bon, la vérité, c'est qu'ils sont là depuis 100 ans, ils seront là dans 100 ans, et ils vont peut-être faire évoluer leur style, mais ils nous montrent quand même un peu une vision de la bière qui a fonctionné, tu vois. Bien sûr. Il faut peut-être pas tout remettre en question. C'est bien de créer, c'est bien d'avoir de la créativité. C'est pour ça qu'on en fait aussi, qu'on fait pas que ça, tu vois. Mais faut pas oublier ce qui fait l'ADN aujourd'hui de la bière. Bien sûr. Et bien sur ce, moi je pense que c'est bon. Moi j'ai fait le tour. Je vais finir avec mon ultime question qui est pour nos auditeurs qui sont intéressés du coup, où est-ce qu'ils peuvent trouver des bières au seau? Absolument partout. Non, on peut en trouver. Alors, je vais parler des grandes enseignes parce qu'évidemment, on travaille avec, je crois, 400 ou 500 cavistes indépendants. Mais là, c'est compliqué, sinon on a un podcast qui va durer 8 heures. On peut en trouver chez tous les magasins Nicolas. On va retrouver de l'Osso. On va en retrouver chez Comptoir des Vignes, chez Intercave, et après chez plein de cavistes, Repère de Bacchus sur la région parisienne aussi. Et ensuite, plein de cavistes indépendants partout. N'hésitez pas à demander et à forcer un peu. Et au détour d'un petit week-end ou de vacances sur Pau, probablement dans le coin. Par contre, alors, je parlais du niveau français parce qu'en Béarn, forcément. Petit conseil, vous allez à l'Aragon, qui est un restaurant sur une terrasse où on voit le pic du Midi d'Ossau, donc vous pouvez boire une bière Osso en pression avec le pic du Midi d'Ossau en fond. Voilà. Parfait. Les vacances. Et Florian, merci beaucoup. Avec plaisir. On se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Allez, salut.